Bonjour à tous et bienvenue dans ce GCN Répond du mois de mai. Et ce mois-ci, on a encore eu pas mal de questions et je suis très content qu'on ait Louis avec nous. On va pouvoir parler technique. Donc allez, on y va, c'est parti. Première question pour démarrer ce GCN Répond, c'est une question de David. Elle est pour toi, Louis. Bonjour, ma question est la suivante. Si je fais un jeûne intermittent, comment gérer la récupération? Est-il bon de jeûner après avoir fait un entraînement le matin, par exemple? Merci pour votre chaîne et tous les contenus. Toujours un réel plaisir de vous voir. Merci. T'en profites. Évidemment. Bon, déjà, je pense qu'il faut être prudent avec le jeûne intermittent. Toujours faire bien attention quand on associe sport et jeûne intermittent pour éviter les risques de blessures et de sous-performance. Ensuite, pour répondre à la deuxième partie de la question, pour la récupération, j'essaierai de toujours m'alimenter après un entraînement pour justement favoriser cette récupération. Donc si on veut le caler avec un jeûne intermittent, l'idéal étant d'essayer de caler la fin de l'entraînement, soit à la fin de la période où on s'autorise à manger, soit au début de celle-ci, afin de pouvoir profiter de la fenêtre métabolique, qui est une période pendant laquelle on refait les stocks de glucides plus facilement et on assimile mieux tous les macros et micronutriments. Donc ce serait vraiment dommage de se priver de cette demi-heure où le corps est prêt à tout emmagasiner pour récupérer au mieux. C'est ça, et qui lui servira de mieux fonctionner par la suite. Et à mieux encaisser la période de jeûne. Voilà. Ensuite, question de Jean-Michel. Peux-tu nous dire ce que tu utilises comme graisse et quel est ce graisseur sur la vidéo? Peut-être une petite vidéo la prochaine sur tous les produits que tu utilises. Il me semble que ça parle de mécanique. Oui, c'est ça. C'était sur la vidéo des craquements où on a eu cette question. Et donc, j'utilise une graisse qui est une graisse classique. C'est la Parktool Polylube 1000. C'est une graisse à tout faire pour les vélos. Elle va dans les jeux de direction, dans les axes de pédalier, dans les biellettes de VTT. C'est vraiment la graisse qui englobe une grande partie des pièces qui en ont besoin sur le vélo. Le graisseur, c'est le Grease Gun de chez Parktool aussi. Et sur la vidéo aussi, j'ai utilisé la graisse de la pâte de montage carbone qui s'appelle la Super Grip, aussi de chez Parktool. Voilà, un produit assez simple, assez polyvalent. Mais c'est classique, ça marche bien. Simple et efficace. Nouvelle question pour toi, une question de Adam. Quel travail spécifique pour s'améliorer aux courses? S'améliorer en course. La question est quand même très générale. Donc c'est assez difficile de répondre. Voilà, quelle course, quelle pratique, quel niveau de base. Si on veut généraliser, je pense qu'on reste un sport d'endurance. Donc la base aérobie, le travail en endurance reste primordial et il est très difficile à mon avis de s'en passer. Par contre, l'idée c'est de le rendre un peu plus efficace. C'est-à-dire que rouler pour rouler, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux à faire. Surtout qu'on souvent travaille ou on fait des études à côté. L'idée c'est de potentialiser le temps qu'on passe sur le vélo, de le rendre plus efficient finalement. Pour ça, lorsqu'il s'agit de sorties d'endurance, c'est de s'approcher et de passer le plus de temps possible dans la fameuse zone 2, donc la zone d'endurance. Si on récapitule très vaguement les zones, il y a une zone de récupération qui correspond presque à de la marche ou de la marche rapide. Donc c'est pas ça c'est pas de l'endurance, c'est vraiment, comme on l'a dit, que c'est juste le début d'une activité physique. C'est de la balade. C'est de la balade. Donc c'est la zone juste au-dessus, on peut continuer à parler par contre, on n'a pas d'essoufflement marqué ou quoi que ce soit, mais c'est pas la même chose que d'aller chercher le pain. Donc c'est ce mix juste au-dessus du début de l'activité où il faut passer le plus de temps possible lorsqu'on fait des heures de selle afin qu'elles soient rentables finalement. L'autre chose, c'est si on parle de compétition et à un moment donné il va falloir faire la différence sur les adversaires, et bien souvent ça se passe dans des filières anaérobies, c'est-à-dire au-dessus du seuil ventilatoire 2. Là, on peut plus parler. Ou alors, c'est vraiment, on n'est pas au bon niveau. Au-dessus du seuil ventilatoire 2, c'est quand on n'en peut plus. Ouais, ça dure entre... c'est des efforts qui vont aller d'un sprint jusqu'à 4, 5, 6 minutes, grand max. Et là, il n'y a pas de secret, malheureusement. Pour s'améliorer dans cette filière, il va falloir y passer du temps, donc en chier, ni plus ni moins. C'est ça. Donc voilà, on peut penser à varier les sprints, à la fois leur longueur et aussi les braquets. Des choses intéressantes. On peut profiter des copains, faire des sorties pancartes pour se surpasser un petit peu plus, c'est des choses bêtes mais qui marchent. Les classiques 30-30 et les pyramides, c'est des choses qui marchent bien, donc 30 secondes à fond, 30 secondes de récup sur des séries de 8 à 12 minutes par exemple, ou les fameuses pyramides. Si vous faites une pyramide, je vous conseille de commencer par le temps le plus long, donc par exemple 2 minutes, et ensuite d'être dégressif, 2 minutes, 1 minute, 30 secondes. Voilà. Ce qu'il y a de sûr, donc encore une fois c'est difficile de répondre précisément sans savoir quel est l'objectif. Bien sûr. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il faut soigner sa base aérobie. Passer du temps dans les efforts déterminants pour votre course, donc les efforts intenses, ni plus ni moins. Et ensuite, il y a toujours 2 maîtres mots, c'est la progressivité
et la récupération. C'est-à-dire qu'on s'attarde tout le temps à l'entraînement, mais si on récupère pas, on surcompense pas et on permet pas au corps de progresser. Ok. Ça va? Ça va performer. Tu vas progresser? Ça va performer. Non, moi je fais pas ça. Ensuite, j'ai une question pour toi. Une question de Zait. Oui, désolé, je sais pas comment on prononce. Les pseudos, salut Max, je voulais avoir un petit avis, pas trop gros, même si je sais que ça ne vaut pas grand chose. Je me suis fait percuter par une voiture sur le côté droit du vélo. La voiture arrive à 45-50 km/h, ça a dû être un beau carton quand même. Ouais. La roue est complètement HS car elle m'a pris sur l'arrière du vélo. Je pense que le vélo est mort, le cadre en aluminium est-il endommagé après un tel choc? Merci et super vidéo qui peut servir. Je sais pas laquelle c'était, mais... Bon, c'est très compliqué. Bon, déjà, un accident avec une collision avec une voiture qui arrive à 45-50 km/h, c'est déjà beau que tu puisses écrire. Tu es en état, donc c'est la première bonne nouvelle. C'est ça. La roue, qu'elle soit morte, ok. Pour le cadre en aluminium, on sait que ça peut travailler un cadre en aluminium. Un cadre en carbone aurait sûrement cassé s'il avait été touché. Ce qu'il faut, c'est contrôler l'équilibre du cadre. Pour ça, soit tu peux fabriquer un outil, c'est en fait une barre avec un coude et un comparateur, au bout une petite aiguille. En fait, ce qu'il faut, c'est comparer les deux côtés du vélo, voir si le vélo est bien dans l'axe et s'il n'est pas vrillé, s'il ne roule pas en crabe évidemment. Partout le vent cet outil d'ailleurs, oui, il me semble. Je l'ai mis en illustration justement pour montrer l'outil. Et ça s'appelle un comparateur de cadre. Ça peut servir à dévoiler des roues aussi, vérifier le centrage de la roue. Oui. Et c'est avec cet outil qui sera sûrement chez un vélociste, c'est un très vieil outil, qui te permettra de contrôler si le cadre est encore roulable ou pas. Et il faut vérifier aussi éventuellement s'il n'y a pas de fissure. Finalement, l'idéal étant peut-être de l'amener au magasin. Ils sauront donner un coup d'œil et un avis un peu plus expert pour que tu puisses reprendre le vélo en toute sécurité. Complètement. Nouvelle question maintenant. Toujours pour toi, Louis, c'est une question de Thibaut. Merci pour cette vidéo. Après 2 études posturales, j'ai toujours une gêne dans le bas du dos et des irritations entre les cuisses. Je n'arrive pas à régler ce problème. C'était sur la vidéo des positions. D'accord. Eh bien Thibaut, sans voir pédaler, encore une fois, c'est pas forcément facile de donner des choses précises. Par contre, si tu as déjà réalisé 2 études posturales, il y a peut-être une autre approche à avoir. Moi je me dis, frottement, douleur en bas du dos, ça peut être une mauvaise selle, un modèle qui n'est pas adapté, et trop de mouvements, les frottements, voilà, trop de mouvements de bassin notamment. Dans ce cas-là, si tu as déjà vu des spécialistes, je pense qu'il faut peut-être arrêter de se concentrer sur le vélo et repartir de l'humain, de toi-même. Je passerai par un bilan avec un kiné et un ostéo, puis un préparateur physique, afin de voir si tu n'as pas des équilibres, des faiblesses ou des endroits trop forts à l'inverse sur ton corps sur lesquels il faudrait d'abord travailler. Une fois que ça c'est fait, j'irai voir le podologue. On n'y pense pas toujours, on y pense moins qu'en course à pied par exemple, et pourtant c'est bien nos pieds sont bien des points d'appui sur lesquels on transfère la pédale, et en plus en vélo on est dans des chaussures fermées, dans des cales fermées, donc c'est vraiment un point finalement crucial. Donc j'irai voir le podologue. Une fois que tu auras fait ce bilan physique, ensuite le bilan podologique, je pense qu'effectivement il faudrait peut-être revoir le choix du matériel, le modèle de la selle, ses dimensions, son renforcement, mais aussi du cadre, sa géométrie et aussi du cadre, surtout sa géométrie, et aussi des roues, peut-être que des roues plus confortables ou des pneumatiques plus larges, moins gonflées, peuvent apporter un petit peu de confort et soulager ton bas du dos. Ensuite Max. Ça peut être une bonne solution. En tout cas ça se tente, surtout après 2 essais infructueux. Pascal nous demande quel choix en termes de diamètre entre des roues de 650 ou des roues de 700. Ah, ça c'était sur la vidéo gravel, je m'en rappelle. Ouais. En gravel, on peut souvent avoir le choix entre des roues de 700 ou des roues de 650. Alors, les roues de 650 sont souvent utilisées sur des tailles qui sont plus petites, sur des XS ou sur des small, parce que du coup, ça permet d'avoir un vélo qui est un peu plus maniable, surtout quand on est dans les racines ou dans les sous-bois plus généralement. Les roues en 650 aussi à un moment étaient vraiment à la mode, il y a à peine 2 ans, parce que il y avait plus d'espace au niveau des passages de roues avec des plus petites roues, et du coup on pouvait mettre des plus gros pneus. Donc pour le gravel engagé, le 650 reste une très bonne idée, on peut mettre des pneus jusqu'à 2,4 suivant les modèles de vélo. Et pour tout ce qui est roulant, ça sera plus des roues en 700 avec des pneus aux alentours de 40 mm de large, et qui pourront être vraiment performants. Donc voilà, si c'est une pratique plutôt engagée en montagne ou que vous êtes très petit, roue en 650,
Si c'est plutôt du roulant comme les pistes aux États-Unis sur la Unbound, ça sera des roues en 700 et si vous ne savez pas trop, prenez des roues en 700, c'est plus facile pour les poneys. Ça c'est mon rêve, la Unbound. On va faire un inside là-bas. Mais avant de faire la Unbound, tu vas d'abord répondre à la question de Kevin. Ah bah je vois. Bonjour, par manque de temps, si je suis un programme chargé sur Home Trainer, cela peut nuire à mes sorties sur route. Merci. Donc Kevin craint que faire trop d'home trainer nuise à sa pratique sur la route. Exactement. Eh bien, les entraînements spécifiques sur home trainer, ça peut être très judicieux parce qu'on ne sera jamais gêné par le terrain qui n'est pas adapté, par la circulation, ni par les ennuis mécaniques et la météo, et ça permet de vraiment lisser aussi son effort. Donc c'est souvent plus dur que d'aller les faire sur la route, mais aussi plus sécure finalement. Et donc ça peut être très très efficace, mais aussi très efficient parce qu'en moins de temps, on peut arriver au même résultat pour ce qui est du spécifique. Cependant, il dit qu'il a un manque de temps, donc le risque c'est un éventuel perte d'endurance, un manque de foncier, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, rien ne remplace les heures de selle, surtout si la mauvaise idée ce serait de faire une fois 4 heures de home trainer en s'étant pas préparé. Donc Kevin, pour toi le home trainer peut être particulièrement adapté, 2 maîtres mots, la patience et la progressivité. Et l'hydratation. Je suis complètement d'accord. Et enfin, Théo nous dit « Salut, j'ai 13 ans, et est-ce que si je passe du VTT vers la route, je devrais tout apprendre ou j'aurai quelques bases? Sinon, continuez, c'est trop cool vos vidéos. » T'aimes bien mettre un petit compliment dans les questions? Moi, quand je choisis les questions, je trouve toujours uniquement les questions qui ont des compliments. Si vous voulez que Max vous réponde, ça fait forcément plus plaisir. C'est comme pour le hashtag GCN Show, à la fin du show, quand on me dit « Voilà Max, c'est ma sortie », ça me fait plaisir. Donc Théo, eh ben non. Grâce au VTT, tu as acquis des compétences qui vont te servir sur route. Elles vont être complémentaires justement. Tout d'abord, la technique de pilotage, ça va te servir sur route, que ce soit en peloton, en descente, un peu pour être plus à l'aise généralement sur ton vélo et pouvoir éviter, admettons, les bidons ou voire même les trous et les chutes sur la route. Et de deux, au niveau physique, de rouler en VTT, ça t'apprend à avoir une capacité à tourner les pédales très vite et une cadence élevée qui est très très bon pour le vélo de route. Donc pour moi, c'est vraiment complémentaire d'avoir fait du VTT et d'après passer à la route et vice versa. Je suis un fervent défenseur des disciplines complémentaires et de l'interaction entre les disciplines. En tout cas, j'espère que ce GCN vous répond vous a plu et sinon on se retrouve le mois prochain pour le même format. Voilà. En attendant, roulez bien. Ciao ciao. Ciao.